Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, sixième épisode, épisode numéro 5. Aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous? Bonjour. Du coup, Arnaud, je travaille chez Clever Cloud et à Clever, je m'occupe en partie du coup de la console web, de certaines intégrations d'add-ons comme Elasticsearch, Jenkins, etc. Et je fais aussi de l'infra. Voilà. Merci, je suis aussi accompagné de Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous? Hello à tous. Donc Hubert Sablonnière, moi je travaille aussi chez Clever. Chez Clever, je m'occupe avec Arnaud de la console web. Je m'occupe aussi de notre outil en ligne de commande, la Clever Tools, et puis quelques projets internes et notre série de web components, etc. Beaucoup de front-end et beaucoup de JavaScript. Merci, et je suis accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, dit Wax, dit Wax, dit Vax, dit... Comment est-ce qu'on le prononce d'ailleurs? Bonjour, on dit wax. Non, ça va pas être tenable. Non. Bonjour à tous, donc Quentin Adam, chez Clever Cloud, je suis CEO, ce qui veut dire que je fais de l'Excel et je réponds à mes mails. Et donc, une bonne fois pour toutes, on dit comment? Wax. Voilà. Comme ça, au moins, c'est... Je pense qu'il faudrait que tu mettes la prononciation dans ta bio en lemme. Ce serait... En phonétique. En phonétique, ouais. Je suis pas sûr. Alors, on commence sans transition par des news, j'allais dire big data, c'est forcément big data, des news data tout court. Salvatore, le créateur, le concepteur original de Redis, quitte la gouvernance de Redis, pas Redis Labs, mais il largue la gouvernance à Du projet Redis à Redis Labs, l'éditeur le plus gros en ce moment derrière Redis, chez qui il était. Son employeur, qui n'est pas à l'origine de Redis. Je tiens à rappeler qu'à la base, Redis, ça vient de chez Pivotal, qui en a fait rien du tout. C'était quoi? C'était Salvatore, et ensuite ils ont embauché Salvatore, et ensuite ils ont rien fait. Et ensuite, je savais pas que c'était pas... Ouais, ils ont embauché Salvatore, il s'est rien passé. Ouais. Et Redis Labs s'est monté. En fait, il y a un moment, il y a eu énormément de gens qui faisaient du Redis hosté, managé, Green Redis, machin, chez un peu tout le monde. Et Redis Labs, en fait, ils ont fait plus de levées, plus de ventes, ils ont mieux géré leur barque. Et en fait, progressivement, ils sont passés de juste revendeurs de mégadrames sur le net à éditeur de Redis, et ils ont fini par embaucher Salvatore. Mais c'est pas très vieux, hein. C'est venu assez tard dans. Ouais, mais enfin, ils ont récupéré Salvatore assez tard dans le process. Ouais, Redis avait déjà, je crois que c'était version 3 ou version 4. Et donc là, ils sont en train de constituer un board de gouvernance. Donc il y aura des personnes de Redis Labs. En gros, le community manager de Redis Labs et les deux principaux architectes. Et ils vont contacter des membres de la communauté Redis pour essayer de créer une gouvernance un peu plus open. Et ce que Salvatore expliquait, c'est que lui, ce qu'il aime, c'est coder et pas forcément gérer toute cette croissance et toute cette politique de gestion de projet qui va avec l'explosion d'un projet open source comme ça. Et donc, il ne part pas de Redis, il sera toujours advisor technique, mais il va aller faire autre chose. Il y a beaucoup de gens hors Redis Labs qui sont dans la core team. Je sais même pas s'il y a une core team ou comment ça. Alors, c'est une bonne question. Il reste peut-être des gens chez Pivotal, je ne sais pas. Je crois que dans le À ma connaissance, chez Pivotal, il n'y a plus personne. Ouais. Ok. Nocé. Et donc, ça fait globalement le CTO non officiel de Redis, entre guillemets, qui lâche l'affaire. Et donc, en parlant de CTO qui vont faire autre chose, eh bien, nous avons un nouveau CTO d'annoncer chez MongoDB. Ah. Il y avait un CTO chez MongoDB? Alors, le CTO de MongoDB, c'était Elliot Horowitz. C'est encore Elliot jusqu'au 20 juillet. Donc Elliot, c'est celui qui en gros a dit on va faire du JSON avec Mmap sous Unix, on va créer une base de données autour de ça, ce sera génial, et c'est ce qu'a donné MongoDB. Alors c'est pas ce qu'ils se sont dit au début, hein. Les mecs de Mongo, à la base, ils étaient partis sur un plateforme de service, et en fait avec une vision plus comme on fait en function as a service aujourd'hui, et plus dans cette atmosphère-là hyper contrainte, tu vois. Donc c'était l'époque où il y avait Google App Engine et compagnie, donc avec cette vision où on va hyper restreindre la façon dont le développeur code, l'enfermer dans un modèle
Et on est parti. C'est pour ça qu'au début, c'était un grand lien à JS parce que c'est aussi le moment où, en fait, Node.js sortait de terre, etc. Et en fait, l'idée était de dire, bah, nous, on va faire le plateforme as a service de la Cloud Function en Node, en fait. Et ils sont tellement énervés sur la partie stockage, pourtant ils n'ont jamais décollé sur la partie applicative, où en fait ils étaient assez proches des visions que pouvaient avoir des gens comme CloudDB, pas CouchDB, pas Couchbase, hein, CouchDB, c'est le bidule avec des apps à l'intérieur qui permettaient de faire du web en direct, machin. En fait, CouchDB, c'était le premier serveur REST qui permettait de faire du JSON sur le web, c'est en 2005, et MongoDB est arrivé un peu après en 2007. C'est comme ça que c'est passé. C'était vraiment l'idée, et en fait, ça a shifté et ils sont partis vers la database. Et c'est pour ça que ça donne toujours, au début, c'est des produits qui sont un peu bizarres. Un peu comme Influx, tu vois, qui à la base c'était un tracker d'avions qui volent dans le ciel, tu sais, comme Flight Tracker et compagnie. Et en fait, ils ont shifté pour uniquement utiliser la base de données qu'ils avaient créée, qui était adaptée à, je sais pas trop à quoi, mais qui était adapté à un driver JS qui marche super bien et qui a fait plein. Alors là, tu parles de Mongo, là, je suis parti bitcher sur Influx. Non, sur Mongo, oui. Puis Mongo, c'est un énorme succès. Sur Tengen, et c'est pour ça que du coup Tengen s'est renommé en Mongo, puisqu'à la base il s'appelait effectivement Tengen. Et ce que je trouve intéressant avec ce nouveau CTO, c'est qu'ils ont été le chercher chez Oracle. Enfin, c'est un ancien, ils n'ont pas été chercher Oracle, c'est un ancien d'Oracle. Et c'est surtout un des mecs qui a bossé sur RDS chez AWS. Donc, c'est quoi RDS déjà? C'est les bases de données managées chez Amazon. Oui. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que la façon dont ils le présentent, alors déjà, ils disent, c'est un mec d'Oracle, donc c'est un petit peu le SQL, tout ça, c'est important. On en a déjà parlé il y a pas longtemps. Donc ils en remettent une couche. Ils te présentent le gars comme un mec qui vient du cloud. Et MongoDB, maintenant, c'est plus une boîte de cloud qu'un éditeur. Ils font plus de chiffres avec leur cloud, avec Atlas, qu'avec juste la licence. Donc ça c'est intéressant. Et lui, quand il explique un peu ce qu'il est venu faire chez Mongo, un des arguments, c'est on va targeter les data scientists. Encore. C'est littéralement ce qu'on disait il y a une semaine ou 15 jours quand on parlait de Presto et de toutes ces choses-là. On vient de passer une grosse crise d'adolescence du dev qu'on avait marre du SQL et qui s'est mis à faire du JSON partout. Et là, on y revient et tout le monde veut faire du SQL et tout le monde en parle. Donc, t'as déjà ça. Et surtout, t'as le côté, c'est le data scientist qui nous intéresse maintenant. C'est à lui qu'on va aller vendre des trucs. Et je trouve ça assez parlant vu de la tendance. Ouais. Et du coup, en parlant de data science, Quentin, tu nous as mis un lien sur Warp10, qui est un des outils principaux qu'utilise notre service data science chez Clever Cloud. Warp10, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une base de données GeoTime Series, c'est-à-dire que là où une base de données relationnelle, vous pouvez l'imaginer assez aisément comme un Excel avec des colonnes, des lignes, tagada. Une GeoTime Series, en fait, c'est un truc où vous stockez des points dans des données temporelles et en fait, chaque point est une mesure stockée dans le temps et l'espace. C'est-à-dire l'heure précise à la microseconde et latitude, longitude, élévation. Donc le truc, c'est que Warp10, c'est un outil très complet qui vous permet, qui via WarpScript vous permet de requêter soit la data que vous avez dans Warp10, qui peut être soit en standalone, en in-memory ou alors dans un cluster Hadoop. Et c'est le gros intérêt de Warp10, c'est que ça scale très bien. C'est ce qui fait le monitoring chez nous, c'est ce qui fait aussi le monitoring chez OVH. Enfin, c'est une techno qui est assez intéressante là-dessus. Mais vous pouvez très bien aussi racker WarpScript en devant d'autres moteurs de stockage, sur du Cassandra, sur de l'Influx, enfin ça prend en charge un sacré paquet de trucs. Et en fait, WarpScript comme langage à la fois d'exécution et de requêtage, c'est un langage qui est adapté en fait au fait de requêter des séries temporelles, mais qui la première fois qu'on s'y met est un tout petit peu alien. C'est ça, tu dois désapprendre tout ce que tu as appris, vu que c'est si je dis pas de bêtises, une notation polonaise inversée. Enfin, en tout cas, dans cette notation polonaise inversée. Alors, oui, notation polonaise inversée. Ouais, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez faire une addition, vous allez mettre 1, espace, plus. Ouais. Ça, en fait, ça met sur la pile 2. C'est ça que ça donne. Et donc, en fait, c'est comme ça, c'est un langage à pile, en fait. Et donc, du coup, avec une notation polonaise inversée, c'est très sincèrement pour moi, ça n'a jamais été un énorme drame, pas dans le sens où moi je parle très bien WarpScript, moi je suis nul en WarpScript, mais de ce que j'ai vu chez les développeurs qui s'y sont collés,
En fait, en vrai, c'est une opération de quelques heures, de s'y mettre franchement, Oui. et après, Ouais. ça rentre. Ce qui, Ouais. encore une fois, dépend de ton métier de tous les jours. Si ton métier de tous les jours, c'est de traiter de la donnée temporelle, fine. Si t'es là tout de suite en 10 minutes, oui, ça te casse les couilles, je l'entends. Bah, Si c'est moi, pour faire un je dashboard l'ai Grafana, Moi, je l'ai utilisé sur la console Clever. On a une carte qui affiche en temps réel des points qui clignotent s'il y a des visiteurs en Afrique, en Asie, à Paris, à Nantes. Euh, et donc, c'est moi qui avais commencé à faire les requêtes dans Warten pour les afficher là-dedans. Et moi, j'ai plutôt un profil front-end, même si je suis à l'aise en SQL ou autre. Mais c'est vrai que ça prend pas beaucoup de temps. Faut se mettre dans le mindset de mettre des choses dans la pile. Il y a une doc avec tous les opérateurs et on s'y fait, ouais, comme tu disais, en quelques heures, on commence à apprivoiser le comment ça fonctionne. Mais bon, maintenant, c'est Victor qui s'occupe de tout ça et il fait bien mieux que moi, donc c'est pas plus mal. Et en fait, les utilisateurs de Clever peuvent utiliser directement du WarpScript pour requêter un certain nombre de données chez Clever, hein, donc faut le savoir. Et donc souvent, on a eu le feedback que c'était un peu dur à l'introduction, on va dire. Ouais. Euh, Là, l'équipe de WarpScript en était consciente, et donc ça fait un moment qu'ils cherchent des solutions pour rendre la première impression WarpScript moins pénible. Il y a eu plusieurs tests auxquels on a travaillé avec eux. On est toujours dans les versions privées avec eux à travailler dessus. Il y a eu une version en SQL, mais en fait le mapping de data étant à moitié pourri, ça donnait des résultats assez discutables. Et en fait là ils ont rajouté des choses. En fait, flows, c'est une sorte de langage dans lequel ils ont rajouté la notion de variable. Et ils ont rajouté des idées de sucre dans la syntaxe qui permettent, bah, quand on fait un tableau, au lieu de faire un tableau séparé par des espaces, tu peux les mettre entre crochets, tu peux mettre des virgules, enfin, tu peux retrouver un petit peu, tu vois, ce qui peut être un peu plus sécurisant. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça reste du WarpScript. Donc, à la différence de d'autres approches qu'ils ont eues où du coup tu perdais des fonctionnalités, ça reste du WarpScript. Donc, ils en font la présentation tout à l'heure pour la première fois au Paris Time Series Meetup. Et donc c'est en train de roll out et je pense qu'on en reparlera une fois qu'on aura les choses sur pièce, mais je trouvais que c'était vraiment cool. Ok, cool. Ok, sans transition, prochain lien, Ceph, le bug de l'année. Alors ça vient de Arnaud. J'ai essayé de regarder la vidéo, je n'ai pas tout compris. Ouais, alors moi non plus. Mais, non, mais en fait, c'est un podcast, on va dire, que les gens de Ceph ont. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est Ceph, c'est vous me corrigez si j'ai tort, mais c'est un stockage d'objets distribué, globalement. On peut faire plusieurs types de stockage d'objets, on va dire. Il peut y avoir du block storage, il peut y avoir du stockage plus petit, par exemple de fichiers, donc avec une interface S3. Je crois qu'il y a d'autres utilisations encore, mais je connais pas trop celle-là. C'est FS, bloc et objet, en gros. Ouais, voilà. Et du coup, donc là, c'est une personne du CERN en fait qui présente ce talk. Et en fait, ils avaient un cluster, ils ont plusieurs clusters de plusieurs pétabytes au CERN. Et globalement, ouais, c'était pas des petits clusters, tu vois. C'est le CERN, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, à un moment, un jour, ils ont 25% de leurs nœuds d'un seul cluster qui tombent, tous en même temps. Donc c'est à peu près 365 services sur 1300, ce qui est pas mal. Et ils se demandaient pourquoi. Et donc, du coup, quand tu as 25% de tes nœuds qui tombent, probablement, même si tu as de la réplication, etc., tu peux aussi avoir d'autres problèmes dans le cluster qui fait qu'en fait, tout le cluster est tombe. Ouais. Et dans ce talk, en fait, il explique à peu près comment est-ce qu'ils ont réussi à chercher, à trouver le problème, en fait, à trouver l'origine du problème. Et c'est plutôt pas mal si vous utilisez Ceph pour comprendre un tout petit peu 2-3 choses, comment fonctionne en fait la partie, donc les OSD maps, on va dire, donc comment est-ce que c'est les métadonnées sur le cluster. Voilà, comment est-ce que Ceph annonce en fait les différents OSD. Donc, un OSD, c'est une unité de stockage, un service de stockage en fait dans Ceph. Et donc l'OSD map en fait contient les métadonnées auprès de tous les OSD du cluster. Et en fait, chaque OSD a la même version de l'OSD map que tout le monde. Et donc là, sur 25% des nœuds, l'OSD map était différente du reste, et enfin pas différente, mais mal stockée sur le disque, et les services n'étaient pas compressés pareil. Voilà, les services n'arrivaient pas à la lire après, quoi. Et en effet, le problème en fait venait d'un bug de compression de la map de l'OSD.
Ce qui fait que le serveur arrivait donc à recevoir la mise à jour, à la compresser, à la stocker sur le disque. Et quand il a décompressé, ça ne fonctionnait pas. Et ils ont retracé ça dans un bug de la librairie de compression qui est LZ4, qui était un bug connu en final. Mais voilà, sur une fonctionnalité de compression qu'ils avaient activée en décembre 2019, ils ont eu le bug en mars, je crois, 2020, ou mai, je sais plus. Et voilà. Et la grosse tristesse, c'est ça, c'est que c'est arrivé après, et t'expliques comment ils ont fait pour faire de l'archéologie et retrouver ce qui a possiblement été source du problème, C'est et ça, donc parce faire que le bisect sur tous les comics de toutes les autres. C'est le genre de bug qui... C'est bien parce que ça me rappelle de l'époque dans laquelle nous, on utilisait CFFS au tout début de Clever. Et c'est littéralement comme ça qu'était remonté un cluster Ceph. C'était moi, à coup de bisect, dans le C++ de prod. J'avais moyennement goûté cette expérience. Et ça avait banni Ceph chez Clever pendant... je pense qu'on l'a banni pendant 6 ans pour cette raison-là. Alors, le C++ de prod, un samedi soir, j'ai pas apprécié. Ouais. Non, mais c'est pas évident à lire. Je suis déjà descendu dans leur code. C'est pas vraiment évident à lire. C'est plus comme ça, même. Enfin, après, je connais pas grand chose, mais quand tu connais pas grand chose, t'as un problème que tu veux débugger, c'est vraiment pas évidient. Et là, j'imagine voir comment ils ont ajouté le support de Kafka, des notifs j'ai pas regardé, de Kafka, et ouais, j'aime pas lire de C++ non plus. Ouais. Dis-toi que dans Maker, on a dû en faire plein. Et en plus, c'est du C++ d'embarqué, donc tu n'as pas la glibc. Ouais, mais c'est monothread, donc ça va. C'est déjà moins chiant. Non, mais t'as des timers, c'est pas tellement mieux. C'est vrai que... Et du coup, le lien YouTube, c'est un podcast? Ah ouais, c'est ça. C'est que audio? Il y a les slides dedans. Et en fait, c'est un d'accord. podcast qu'ils essaient de faire tous les mois. Que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais apparemment c'est pas si tous les mois que ça. Enfin, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 l'année dernière, mais bon, sur différentes choses. Parfois c'est des bugs, parfois c'est des releases, parfois c'est comment utiliser tel truc. Donc c'est a priori sympa de ce que j'ai regardé, les quelques-uns que j'ai regardé, c'est cool. Donc voilà. Si vous faites du Ceph, n'hésitez pas. Et si vous faites du PHP maintenant, c'est un autre lien qu'Arnaud nous a mis, c'est la release alpha de PHP 8. C'est ça passe super vite. PHP, je crois qu'il sort du coup en novembre 2020, un truc du style. Yes. Donc là, c'est la première alpha qui sort il y a quelques jours, avec quelques features vraiment pas mal. Entre autres, si vous utilisez PHP assez souvent, ça peut peut-être vous intéresser. J'ai mis un second lien qui regroupe après toutes les nouvelles features de PHP 8. C'est assez conséquent, il y en a quand même pas mal. Et ce lien est beaucoup plus lisible que le changelog. Ouais, clairement. Après, ça reste ça. Hein. T'as un changelog qui, en plus, ça a pas l'air super complet parce que j'ai pas tout vu. Alors, j'ai pas vu énormément de. Enfin, les mêmes news, on va dire, que celle qui était annoncée. Ouais. Bref, dans les news principales, t'as un compiler just in time, déjà. C'est ce qui peut être intéressant, je pense, dans les gros projets. Alors, je suppose qu'on peut peut-être rappeler rapidement ce qu'est un compiler just in time. Globalement, non mais je vais le faire très rapidement, je suis même pas au point là-dessus, mais globalement, PHP est un langage interprété, comme JavaScript par exemple, et du coup, à chaque fois qu'une requête arrive, le Apache, le service PHP parse le fichier PHP, le compile son bytecode et exécute ce bytecode-là. Et le but en fait du just-in-time, ce serait en fait de garder la même compilation pour plusieurs fois les mêmes fichiers, on va dire, quoi. Que si jamais tu exécutes un fichier, tu compiles pas plusieurs fois à chaque fois la même requête, etc. Et du coup, c'est l'intérêt de la chose. Alors, il y a une démo faite par un développeur PHP qui montre un peu la chose. Par exemple, sur un zoom d'image, s'il zoome à peu près l'image, je pense que c'est l'image, du coup, le zoom est fait côté serveur, du coup. Ouais. Mais du coup, il y a à peu près 4 FPS on va dire en lecture, alors qu'avec le just-in-time, on est plus à 20 FPS. Quoi. Donc, c'est un peu biaisé comme résultat, parce que dans un serveur web classique, t'as pas toujours les mêmes codes qui sont exécutés, donc t'as plein de requêtes différentes avec plein de paramètres différents, donc ce sera pas la même chose. Mais moi, je me dis que dans tout ce qui est WordPress ou PrestaShop, tous les gros frameworks, même si vous avez un gros PHP, Symfony, je sais pas, ça doit pouvoir aider avec des requêtes peut-être un peu similaires ou autres. Genre peut-être rien que l'authentification, ce genre de choses. Ouais,
J'ai du mal, mais pareil, ça fait longtemps que j'ai pas fait de PHP. J'ai du mal à voir comment ça vient remplacer ou compléter les systèmes de cache APC. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ah, c'est simple, l'APC a été dégagé. D'accord. Du coup, en fait, tu n'as plus ces systèmes-là, en fait. Justement, les just-in-time et les différentes optimisations de la machine ont pris le relais sur ce type de cache. Donc, en D'accord, fait, ça va. la machine virtuelle, en fait, au global, le tout est beaucoup plus mature. Et du coup, tu n'as plus ce genre de verrue Plus assez cohérent discutable. que Voilà. cette espèce de patch, enfin de Voilà. plugin bizarre. Ok. C'est ça. Mais c'est Goodbye APC en version 7. En fait, globalement, en version 7, il y a des gens qui se sont dit, tiens, si on s'intéressait au pair. Ouais. Et du coup, ils ont plutôt bien bossé. Ouais, en vrai, Version- c'est vraiment bien. En version 8, tu veux dire, parce qu'en version 7, Nextcloud, c'est toujours conseillé d'utiliser APC partout. Ouais. Non, t'as plus d'APC en version 7. Bah écoute, C'est possible que si, mais en Oui, fait, avec peut-être 2 modules de Tired. cache, de toute façon. Ok. Mais globalement, le JIT vient en complément, enfin pas en complément, vient en remplacement en effet du cache classique. Après, voilà, dans les autres features, tu as des annotations comme en Java, à peu près, on va dire ça comme ça, enfin, qui vont servir, je suppose, bon, à faire TypeScript. en TypeScript. Il y a des annotations en TypeScript? Je dis TypeScript parce que tu as les annotations en TypeScript et puis tu as aussi les types unions en TypeScript qui vont arriver dans PHP. Ouais, c'est type union du coup aussi, en effet. Après, c'est pas les vraies unions, enfin si, mais je sais pas, c'est. Enfin, le fait qu'il y ait le nul dedans, je sais pas si c'est comme en TypeScript ou autre, il me semble à chaque fois tu dois spécifier. Non, peut-être pas. Je sais plus. En tout cas, moi qui fais plus, j'en ai fait pendant longtemps du PHP. Quand je regarde l'article de Stitcher que tu as partagé, un sacré nombre de nouvelles features, quoi. C'est impressionnant. Enfin, C'est ça. je- Bah, entre PHP 5 et 7, où tu as eu quelques années, enfin, je sais pas combien de temps se sont écoulés, mais c'est pas mal passé. Et là, Ouais. PHP 7 est sorti il y a quoi? Il y a 5 ans? 4 ans? Je Ouais, sais tu vois, plus. même ça, je sais Enfin, pas bien. c'est pas super, on va dire, loin. C'est vrai que là, Ouais. on a l'impression qu'ils vont quand même plus vite et c'est plutôt cool, quoi. Ouais, cool. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le full changelog, il y a énormément de features, quoi. Décembre 2015, la 7.0.0. Ouais. Ouais, c'est ça, commence ça à va faire 5 une ans. petite date. Ok. Non, c'est bien ça. APC, en fait, n'a plus d'opcode caching. C'est APCU qui gère maintenant. Enfin, c'est assez compliqué tout ça, mais c'est ça l'histoire, c'est qu'il n'y a plus d'opcode caching. Par contre, ils s'en servent du coup comme extension de cache. En fait, du coup, APC se mettait à faire du cache dans tous les coins, c'était assez crade. Voilà. En tout cas, la direction, c'est que c'est en train de devenir encore plus mature à ce niveau-là pour améliorer les perfs. Ouais, le seul truc qui est toujours étrange dans la galaxie PHP, c'est que du coup, il y a quand même des choix syntaxiques au démarrage du langage très forts qui sont orthogonaux à tout le reste des langages, qui fait que quand t'es plus au quotidien dans du PHP et que t'y reviens, la concaténation avec un point, moi j'avoue que ça me fait toujours bizarre. Tu vois, enfin, et c'est pas une critique du langage en général. Non, bah, plus, genre, c'est des habitudes. Hein, il y a des fois tu débarques et tu fais genre mais c'est comment on fait déjà l'héritage, etc. Et donc du coup c'est assez étonnant. Mais là j'ai remis debout une application Laravel il y a pas longtemps. Enfin, moi j'avais quand même arrêté de faire du PHP il y a quand même longtemps. À l'époque où t'allais sur des forums PHPBB, télécharger des librairies à la cradin, enfin genre c'était au lycée quoi. il y a longtemps. Bah non, c'est carré quoi. Tu fais du composeur, ton composeur appelle ton npm. Enfin, tu peux faire vraiment des choses bien quoi en PHP maintenant. Et je trouve que enfin faut le dire notamment à nos amis qui codent du Java qui nous écoutent. Genre l'univers PHP est devenu un univers tout à fait fréquentable. Et très sincèrement, je trouve que on peut avoir de très très beaux softs faits dans cet écosystème-là à présent, je trouve. Et je trouve que le runtime étant dans la pente dans laquelle il est actuellement, je trouve que ça rend ses notes de noblesse à ce langage. Ouais, bah vu de l'extérieur, ouais, c'est un peu ce que je pense aussi. Pareil. Cool. Ok. Autre release, cette fois-ci de Rust. Nouvelle version nightly de Rust. C'est Arnaud aussi. C'est ça. C'est-à-dire une nouvelle version nightly, c'est un peu toutes les nuits, non? Non, c'est pas. C'est vrai que c'est pas ça. Mais non, alors c'est un lien qui en effet va un peu peut-être en rassurer certains, on va dire.
Globalement, là, donc, dans les dernières versions de Lightly qui sont arrivées, il y a une potentielle gain de performance dans la compilation, autant que ce soit en temps de compilation qu'en output de compilation, qui est arrivé dans le compilateur Rust, du coup, qui se concentre, on va dire, sur la partie LTO, donc la Link Time Optimization, qui est en fait une passe de build qui se fait à la fin du build, normalement, si je dis pas de bêtises, et qui essaye d'optimiser, on va dire, le build dans toutes les librairies. Par exemple, ça regarde quelles fonctions ne sont pas utilisées pour les supprimer, quels symboles aussi ne sont pas utilisés, etc. Et il y a peut-être d'autres optimisations dont je ne suis pas trop au courant. Mais globalement, en fait, il est arrivé dans pas mal de cas où si jamais vous aviez un projet en Rust qui ne demandait pas spécialement à build avec le LTO, bah, le compilateur allait quand même en fait générer tous les symboles qui lui permettraient après d'appliquer la passe de LTO. Ce qui, bah, du coup, n'est pas dans la majorité du temps activé et donc inutile. Et donc, apparemment, à partir donc, des nouvelles Nightly, pardon, ça sera supprimé des différents binaires générés, ce qui permettrait d'alléger, on va dire, vraiment enfin, pas vraiment, mais d'alléger un petit peu, en tout cas, les binaires qui sont parfois un peu gros, et d'augmenter le temps de compile, de ralentir. Non, de réduire le temps. D'accélérer le temps de compile. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait besoin de ralentir le temps de compile de Rust sans vouloir être pénible. Non, c'est déjà assez long comme ça. Alors après, plus vous avez une machine puissante et moins ça sera efficace. Apparemment, genre, ils avaient fait des tests. Quand tu compiles avec deux jobs, c'est à peu près 20% plus rapide. Quand tu compiles avec 32 jobs, c'est 1% plus rapide. Ouais. Bon, après, si tu as 32 jobs, écoute, tant mieux pour toi déjà. C'est déjà pas mal. Mais voilà, du coup, voilà, c'était une petite news comme ça qui peut faire du bien dans l'écosystème. Yes. C'est le moment de ressortir la vanne sur peut-on faire un bébé en un mois avec 9 femmes, c'est ça? Ah oui, ouais. Ouais, la parallélisation, ça a des limites. Je pensais qu'on avait perdu du temps de compile de Scala, je suis un peu déçu. Ah, j'ai pas osé parce que j'en fais pas et que j'y connais rien, mais le troll m'a donné envie. C'est vraiment long le temps de compile de Scala, parce que moi c'est plus le lancement de SBT qui est long en fait, je trouve. Alors, je pense que ça y est, on est parti. SBT, c'est voilà. Bref, Ouais, non mais ne nous embarquons pas là-dedans. mais il y a des travaux en cours, ce sera réglé dans yes. Scala 3. Bien Super, tant mieux alors. Anyway, a terrible, horrible, no good, very bad day at Slack. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient d'Arnaud. Qu'est-ce qui s'est passé chez Slack? Si vous avez utilisé Slack, c'était quand? Bon, c'était en fait, en mai, je crois, non? le 12 mai 2020. Bon, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a eu quelques-uns dispo. Le 12 mai 2020. Sur une technologie qui était peut-être Et en pas la fait, bonne. on sait ce qui s'est passé. Il y a un mec qui a lancé le binaire client de Slack sur la machine de prod et ça a bouffé toute la RAM, c'est ça? Non. Donc, vas-y Arnaud, explique. Non, alors, après, bah, Enfin, nous, c'est on a toi pas qui trop expliques, vu- je crois. Ouais. On n'a pas trop vu ce qui s'est passé, on va dire, parce que nous, enfin, c'était la nuit pour nous, du coup, principalement. Ah, ouais, ok. Mais, Je veux dire que Julien Durillon a vu, mais comme il était tout seul, il s'en ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, moi, je l'ai vu aussi. Mais, enfin, il était genre minuit, tu vois, encore ça allait. Bref, toujours est-il que ouais, Slack a eu un problème avait eu un downtime pendant quelques heures, je crois, ce qui est assez rare pour le souligner, on va dire. Ouais. Et ce qu'ils expliquent en fait dans le blog post, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur cet incident. Genre au tout début, en fait, il y a eu un changement qui est parti en production qui a causé différents problèmes, différentes augmentations du temps de réponse de leur API, je crois. Et en général, pour contrer ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent momentanément le nombre de backends en fait qui vont gérer ces requêtes. Donc le nombre de backends d'API. Qui l'ont apparemment considérablement augmenté. Et puis en plus, comme il y a le Covid, bah forcément, il y a beaucoup plus d'instances que d'habitude. Enfin voilà, Ouais. donc, beaucoup plus de charges. Ils ont rollback le changement et ils ont downscale du coup leur application. Enfin, jusque-là, classique. Classique, ouais. Voilà, donc ça c'était le matin, apparemment à 8h30. Ou c'était le soir à 4h45, moi je sais plus, bref. Et 7-8 heures après, ils ont eu de nouveau un problème à peu près du même acabit, c'est-à-dire ils sont arrivés, ils ont eu un nombre de connexions qui étaient en 503 ou en 500, enfin bref, des erreurs. Ils ont essayé d'augmenter aussi, cette fois-ci, leur application, enfin de scale up leur application. Ouais. Malheureusement, cette fois-ci, la majorité des instances qui ont été scale up en fait n'étaient pas utilisées.
Et du coup, ça retrace un petit peu ce qui s'est passé. Et globalement, ils utilisent HAProxy en fait en front donc pour leur load balancer qui est Qui était scale out, c'est ça, pas scale up, scale out. Enfin, c'était, ils ont mis Ça veut plus. dire quoi? La Ouais, différence ça entre veut dire. scale out et scale up, scale up, tu mets des plus grosses machines, scale out, tu mets plus de machines. Ah, oui, d'accord. Ah oui, oui, en effet, ils Donc ont, là, voilà, c'est scalabilité horizontale versus verticale. c'est vrai, pardon, ils ont scalé horizontalement en effet. Et du coup, leur HAProxy, voilà, en fait, qui est donc dirigé par exemple par un service qui met à jour leur configuration HAProxy, et bien on va dire, se vautrait. Il n'arrivait pas en fait à cause d'un bug à retirer, enfin, il n'avait pas retiré en fait toutes les instances précédemment commissionnées 7-8 heures avant Avec l'ancienne version? avec l'ancienne version. Mais je pense pas que ça a vraiment posé problème au final cette version. Ok. Parce qu'en fait, si, pardon, les instances en fait étaient HS, tu vois, mais c'était encore dans la configuration du proxy, donc c'était pas en soi D'accord. gênant. Les backends étaient juste vus down par le proxy et les requêtes arrivaient sur les hosts qui étaient en ligne. Donc jusqu'à là, tout va bien. Et le problème en fait, c'est qu'ils utilisent une fonctionnalité de HAProxy. Alors j'ai découvert à ce moment-là, par exemple, qui est le templating dans HAProxy. Par exemple, tu peux appliquer un template des différentes règles à un set de serveurs et en fait, ça va te générer automatiquement des backends. Et en fait, ce template a une espèce de maximum de slots, en fait. Tu peux lui dire, tu génères, imaginons, ça pour X serveurs, donc je sais pas, par exemple pour 10. Et le problème, c'est qu'ils avaient déjà, en fait, ces 10 serveurs-là, parce qu'ils n'étaient pas encore décommissionnés de la veille. Et du coup, Ils servaient à rien, mais ils squattaient. ils servaient à rien. Les instances qui référençaient étaient down, mais du coup, ils étaient encore référencés dans la configuration. Donc, quand ils ont de nouveau eu le problème, qu'ils ont essayé de scale up de nouveau, de scaler horizontalement, du coup, le service ne trouvait pas de slot disponible et donc en fait, les instances n'étaient pas enregistrées dans les reverse proxy. Et du coup, ils ont globalement restart tous les services. Ils ont supprimé toutes les confs HAProxy, restart tous les services à froid, on va dire, pour bien tout régénérer et tout est rentré dans l'ordre, quoi. Dans le doute, reboot. Sauf que quand t'es Slack, c'est pas aussi simple que ça. Ouais, bon après, ils l'ont fait de manière empirique, tu vois, enfin, genre, Ouais, tranquillement, les uns après j'imagine. les autres. Après, ça pouvait pas être pire, je suppose, enfin, je sais pas. Mais voilà. Du coup, globalement, c'est un problème que nous, on peut avoir aussi de temps en temps, enfin, pas à ce niveau-là, mais c'est un problème en fait qu'on essaie de combattre avec Sozu, justement. En fait, on a directement une notion de reload à chaud, on n'a pas en fait besoin d'à chaque fois de recalculer, on va dire, toute la configuration pour l'injecter, parce que là, c'est ce qui se passe dans le HAProxy. Au final, la configuration est recalculée et injectée au runtime. Donc Sozu, je précise, c'est pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est le reverse proxy qui est développé en open source par Clever Cloud et qu'on utilise sur une bonne partie de notre trafic en parallèle d'HAProxy suivant les usages. Enfin, bref, c'est ça. Vas-y. Ouais. En fait, Sozu a été construit d'après les insuffisances qu'on voyait pour faire de l'immutable infrastructure, de modèles à la HAProxy, parce que là, c'est pas HAProxy qui est en cause, hein. C'est le modèle traditionnel des reverse proxy qui sont des machines qui sont construites en marche ou crève, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est des bécanes. Une config statique. C'est ça. Tu les lances, et ensuite tu lui dis prends tout ce que tu peux et avoine, quoi. Ce qui fait que ça ne répond pas, en fait, aux contraintes du nouveau monde, ou par exemple, dans notre monde, aujourd'hui, parfois il faut répondre sous une certaine, qualité de service, enfin, sous un certain temps de réponse. Et en fait, tu t'en fous que ta qualité de service se dégrade. Ce que tu veux, c'est répondre à X requêtes de temps de qualité de service et puis tu ne peux pas tolérer une perte de qualité de service. Par exemple, si tu fais du advertisement, t'as 100 millisecondes pour répondre. Donc en fait, si tu réponds à toutes tes requêtes en 110 millisecondes, en fait, tu fais 0 enchère. Tu fais pas de business, t'es à une bulle. Donc en fait, il vaut mieux répondre à la moitié de tes requêtes en dessous de 100 millisecondes que de répondre à toutes tes requêtes à 110 millisecondes, par exemple. Et en fait, ça, c'est des use cases beaucoup plus concrets qu'on a de plus en plus. Et Sozu, par exemple, est pas du tout architecturé pareil, notamment parce qu'il est capable de changer sa conf à chaud, parce qu'il est capable de changer les morceaux de son binaire à chaud, parce qu'il est capable de changer la version du provider SSL, et ça, je l'ai expliqué il y a quelques épisodes, à chaud, et requête par requête. Et surtout, il est capable de faire des trucs comme, moi, je sais répondre à 10 000 requêtes concurrentielles, et pas une de plus. À la 10 000unième, je te réponds que je ne répondrai pas à ta requête.
Ce qui En nous fait, permet de préserver la qualité de service. c'est le Reactive Reverse Proxy, c'est-à-dire que c'est observable, ça veut dire que tu peux gérer la back pressure, ça veut dire que tu peux faire toutes ces choses-là. Ouais. C'est super important. Et quand tu dis recharger à chaud, c'est important de préciser que c'est vraiment du rechargement et pas du redémarrage à côté. Parce qu'il y a plein de gens qui disent on fait du hot reload et tout, et en fait tu te retrouves à redémarrer un autre process à côté, à lui refiler C'est toute ça. la conf. Et ça, c'est pas bien. Alors Et après, tu dans perds ce- des connexions, sauf si tu- etc. Ou si c'est pas un autre process, souvent c'est une espèce de truc planqué où en fait tu recrées quand même une instance dans le Ouais. à côté quoi. Tu vois, Par c'est- exemple, une coroutine qui rechargerait la conf en entier. Voilà. Bah là, dans le cadre Pour ne de pas en dire HFOxy, plus. dans le cadre de HFOxy et de leur API de reconfiguration à chaud, il me semble que justement c'est un modèle introduit qui fait que ça recharge vraiment à chaud. Enfin, c'est pas un reload du process. Non, mais Du par coup, contre tu peux pas changer toutes les comptes. Bah, du coup, on est d'accord, ça tu peux pas tout Ouais. faire. Alors que comparé à Sozu, c'est beaucoup plus. Ça, tu peux le faire. Et en plus de ça, ce que je voudrais rajouter, c'est que l'avantage dans Sozu, c'est que tu lui envoies pas toute la configuration quand tu la changes. En fait, tu lui envoies juste un bout de configuration. Par exemple, tu lui dis, bah, j'ai Un supprimé patch. tel backend. Ouais. En fait. Tu lui dis pas, j'ai supprimé le backend et tu lui envoies pas les 30 backends qui vont avec. En fait. Ouais. Donc, donc, tu reçois peut-être, imaginons, si tu supprimes 30 backends, bah, tu reçois 30 ordres de suppression de backend. Mais voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder github.com/sozu, sozu-proxy d'ailleurs, je crois. Ouais, /Sozu après. C'est open et c'est utilisable par tout le monde. Je change complètement de sujet, on largue l'infra et Sans transition. sans transition, exactement. Nous allons faire un tour dans le web. Est-ce que WebP c'est vraiment mieux que JPEG? Hubert Sablonnière, c'est quoi WebP déjà? Alors en fait, WebP, alors j'ai plus l'historique des dates, mais c'est un format d'image euh, qui a été proposé par Google il y a assez longtemps maintenant. Désolé, j'ai plus la date. Donc l'idée c'était un peu de concurrencer JPEG pour le web dans Chrome entre autres. Et donc ils l'ont supporté assez rapidement. Ils ont mis en place tout ce qu'il C'est-à-dire fallait que pour que les... Google a proposé une spec et sans même attendre de savoir si les autres étaient d'accord, il l'avait introduit et énablé par défaut. C'est ça. Alors, le 30 sur ce septembre point 2010. précis, je sais plus. C'est possible. Et puis, c'est quelque chose qu'ils font ailleurs. Sur ce point précis-là, je me souviens plus bien de l'historique. Mais c'est bien possible. Ce qui est sûr, c'est qu'assez tôt, donc dans l'article, il mentionne 2013, je crois. Mozilla, ouais, c'est ça. Mozilla a fait une étude en 2013 disant ouais, c'est pas mal votre truc, mais en fait, c'est pas non plus une révolution de dingue ou je sais pas quoi. Et puis assez rapidement, Apple et Safari ont dit ouais, nous ça nous intéresse pas pour l'instant. Et donc en fait, ce qui est assez marrant, c'est que là, donc vient de sortir un article il y a une semaine qui s'appelle Est-ce que WebP est vraiment meilleur que JPEG? Et c'est intéressant parce que en fait WebP est arrivé dans Firefox en 2019 et arrive en fin d'année dans Safari quand Safari 14 stable arrivera. Et donc l'article en gros c'est Johan Cipolla qui va comparer l'output en utilisant des images d'un dataset de Kodak, l'output de JPEG, de WebP et de AVIF, donc qui je connaissais pas, qui est un format qui dérive du codec vidéo AV1. Et en fait, là où c'est subtil, c'est que pendant très longtemps, Google nous a dit que WebP c'était 25% mieux que JPEG. En fait, c'est 25% mieux que JPEG quand tu utilises l'implémentation de référence, c'est JPEG. Sauf que Mozilla a un compresseur JPEG qui s'appelle MozJPEG, qui est en fait assez performant. Et donc, pour synthétiser un peu la conclusion de cet article, c'est lui ce qu'il trouve, c'est que WebP est à peu près 10% mieux que CJPEG, la libJPEG, sauf quand l'image commence à être vraiment grosse, donc au-delà de 1500 pixels carrés, on va dire. Et par contre, quand tu le compares à MozJPEG, WebP fait mieux, mais que pour des petites images, donc en dessous de 500 pixels. Et quand tu regardes les graphes, bah c'est pas si flagrant que ça.
Et du coup, c'est assez marrant de voir un truc qui dit ouais, en fait, WebP c'est bien, mais dans certaines conditions, et c'est pas si bien que ça. C'est marrant de voir arriver ça pile au moment où Apple décide enfin de le sortir de son chapeau. Donc l'article est assez intéressant et ça m'a permis aussi de connaître ou de découvrir la notion de structural similarity. Parce qu'en fait, pour vérifier est-ce que l'image compressée avec la JPEG ou avec WebP se ressemble ou pas, bah, il zoome pas à la main pour vérifier si c'est la même image ou il fait pas genre au doigt mouillé. Il utilise un ensemble d'algorithmes qui comparent la structure, la similarité par structure des images. Je connaissais pas du tout ce domaine, c'est plein d'articles, plein de formules mathématiques auxquelles j'ai rien compris. Mais donc, article intéressant. Ce qui nous permet peut-être, Laurent, de rebondir sur Safari. Attends, juste un point. On Ouais. en a d'autres, des formats d'images en concurrence. Moi, j'en ai un en tête qui est français, qui est le QI, le KWI, là, qui est Ça assez me dit rien du impressionnant. Ah, c'est top, je vous mets dans les show notes. J'ai cru que tu allais me parler de Pied Piper, mais non. Il y avait eu un Vaporware il y a très longtemps, c'était à l'époque où le DivX marchait super bien et les mecs avaient annoncé un espèce de truc, genre, ah c'est génial, ça va, Ouais. je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était n'importe quoi. En plus, ils ont fait un visualiseur en Full.js, les mecs de QI. Ah oui. Donc, Bah, après, là, je pense qu'on est sur la pente où avait... Attends, il s'appelle comment déjà? J'oublie tout le temps. Avif, je pense finira par arriver dans les 3 moteurs principaux. A priori, il offre encore des meilleurs résultats. QI, je connais pas, mais je le vois mal arriver dans les browsers. Enfin, ça demande un sacré taf et surtout des négociations, pas politiques, mais presque de est-ce qu'on l'implémente ou pas, quoi. Bah, déjà, quand tu vois que WebP au final est arrivé super tard dans Firefox, Ouais, après c'est aussi ça a qu'il y a mis des problèmes énormément de de temps. perf, on va dire, mais Ouais. Finalement, celui qui a le mieux marché, c'est WebM, c'était la partie vidéo média, et ça a marché Oui, parce que c'était qui est servi arrivé par assez YouTube, vite, et que, mais du coup, si c'est YouTube, c'est que voilà, ça va marcher. c'est ça. Après, moi, je ne saurais que vous conseiller si vous avez l'argent et que vous avez un site e-commerce ou autre qui a plein d'images. C'est utiliser un SaaS pour ça. J'ai un pote qui utilise beaucoup Cloudinary et vous embêtez plus. Le truc optimise dans tous les sens. Il fournit le bon format au bon browser. Il fournit du Retina ou du HDPI s'il faut, etc. C'est un vrai sujet en fait. Mais bon, en général, les gens qui ont ces besoins-là connaissent déjà ce genre d'outil. Et donc, on discutait de Safari, qui venait d'ajouter WebP, et donc tu as plein de choses à nous dire sur Safari 14, qui sort cette Ouais, en semaine. fait, j'ai un peu résumé plusieurs liens. On fera le ménage pour les show notes, mais de ce que j'ai appelé Safari 14 et c'est hot drama pour changer. Parce que forcément, dès que tu ouvres Twitter, bah, il y a des hot takes, des hot drama, des gens qui s'engueulent, qui sont pas d'accord. En gros, Safari au WWDC, je pense le premier qui s'est déroulé en mode virtuel, Covid oblige, ils ont annoncé plein de nouveautés sur toute la plateforme Apple. On y reviendra rapidement après. Concernant Safari, ils ont annoncé Safari 14 qui sortira à l'automne. Donc là, on a déjà les release notes de la bêta. Alors d'après eux, c'est la plus grosse release, une des plus grosses releases qu'ils ont jamais faites. Ok, j'ai du mal de l'extérieur à voir que c'est si révolutionnaire que ça, mais pourquoi pas. On pourra noter l'ajout des extensions compatibles avec le modèle, alors je sais plus comment il s'appelle, Open Extension, Web Extension de Mozilla et de Chrome, ce qui fait que si vous voulez une extension Safari qui réutilise quasiment, enfin 95-99% du même code que votre extension Chrome ou Firefox, ça devient possible. Alors c'est que macOS, c'est pas iOS. Donc c'est assez intéressant parce que sur iPad notamment, Safari commence à ressembler de plus en plus à un browser qui supporte la souris et le clavier, etc. Mais pour l'instant, pas d'extension sur tout ce qui est iOS. Et il faut passer par l'App Store et il faut Xcode pour créer les mêmes trucs que je trouve un peu chiants que quand tu fais du développement iOS.
Mais en tout cas, ils sont assez fiers de ça. C'est compatible avec. Ils ont même créé un outil pour convertir tout ça. Donc WebP, ils ajoutent WebP. Ils ont un début de support HTTP3 et j'ai lu ensuite que c'est un opt-in pour l'instant. Ils se targuent d'avoir fait arriver Face ID et Touch ID au niveau web. Alors encore une fois, je suis curieux de savoir qui va investir, à part macrumors.com ou je sais pas quoi, pour avoir du login avec ça, en plus de tous les logins qu'on a supportés. Peut-être qu'il y a des petites libs qui vont faciliter ça, mais Si, tu vas avoir tous les softs à la Okta et compagnie qui vont investir. oui, voilà, c'est ça, Et ce genre quand t'es utilisateur iOS, prends vite le pli de n'utiliser que Face ID parce que c'est trop bien, c'est hyper rapide. Ouais. Et donc je pense que comme d'habitude, Apple va fortement le pousser. Et pour peu que l'API soit pas trop mal foutu, ça va gonfler. Après, je pense que ça va surtout être bundlé fortement avec le fait d'utiliser un sign-in with Apple. Ouais. Et alors après, bon, moi j'ai un iPad avec Touch ID. Je t'avoue que j'ai mon gestionnaire de mots de passe et ça me suffit. Et enfin, je sais pas. Après, je suis pas le client classique Apple, donc je sais pas trop. En tout cas, ils ont rajouté ça, ils en sont super fiers. Après, au niveau CSS, ils ont rajouté les derniers sélecteurs EasyWare. Au niveau JS, ils rajoutent le support de BigInt, des classes, des public class field, etc. Enfin, on vous a mis un lien vers les release notes. Et en fait, ce qui crée un peu le hot drama, c'est que de plus en plus, on va lire sur Internet, Safari, c'est le nouveau iOS, ils sont en retard sur plein de features, et notamment, ils sont en retard sur toutes les fameuses features qui sont dispo dans des applications natives, l'accès au Bluetooth, l'accès au NFC, l'accès au MIDI, à l'USB, etc., que Google est en train de mettre de plus en plus en place via Chrome. Et donc, cette semaine, ça a un peu rebondi. Alors, c'est parti alors, il y a un article de ZDNet qui liste 16 API que Safari a refusé d'implémenter pour des raisons de vie privée. Et ensuite, on a Maximiliano Fertman qui est peut-être une des personnes qui blogue et qui débunk le plus autour des progressive web apps et donc des supports d'API natifs dans le web, qui dit, vous voyez, Apple et Safari sont assez hypocrites. Ils nous disent qu'ils implémentent pas tout ça pour des raisons de vie privée, de sécurité, mais en fait, ils l'implémentent pas parce que c'est pas dans leur intérêt. Ils veulent préserver leur modèle de l'App Store. Et donc, tout le monde se bat un peu. On a aussi Henrik Joreteg aussi, qui est un consultant qui fait beaucoup de web et qui a besoin de ces API, qui râle très souvent là-dessus. Et donc, on a ça d'un côté, les gens qui disent « Nous, dans le web, on veut plein d'API d'accès au natif, et si Apple le fait pas, c'est par pur intérêt économique, et quand ils nous disent que c'est que pour des raisons de vie privée, c'est de l'hypocrisie. » Et en face, on a par exemple Marcos Caceres qui bosse chez Mozilla, qui dit « Ouais, mais en fait, ces API, nous aussi, chez Firefox, on les implémente pas, et aussi pour des raisons de perf et ou de vie privée. » Donc là, tu dis, ah ouais, mince, attends, si Safari le fait pour des raisons économiques, ok, mais Mozilla, ils ont pas d'App Store, etc. Et donc là, t'as des gens qui disent, ah ouais, mais en fait, vous le faites pas parce que vous êtes lazy ou vous voulez pas investir là-dedans ou c'est des mauvaises excuses, etc. Et donc, moi, j'invite les auditeurs à aller voir cette fameuse liste parce que je pense que des applications web qui ont besoin du Bluetooth, de la batterie, de la lumière ambiante, il y en a. Ça reste à la marge, ça reste des niches. C'est des niches qui ont besoin de ça. Hein. Par exemple, tu as des écoles de musique qui utilisent des web apps et qui ont besoin de MIDI, mais ça reste des sujets de niche. Et quand vous allez vraiment gratter dans les GitHub des différentes specs, sur MIDI, il y a plein de problématiques d'upload de firmware au niveau sécurité. Et donc, il y a un peu la bataille entre, mais il suffit de mettre des alertes, des permissions, en fait, voulez-vous autoriser de scanner le Bluetooth ou les appareils MIDI? Et tout le monde dit, si on met juste ça, ça suffit. Moi, j'ai du mal à me faire une idée. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'Apple défend son bout de gras. Et en même temps, même si c'est par opportunisme, on peut reconnaître qu'ils essayent
de mettre en avant tout ce qui est vie privée. Et donc, j'ai écouté pour vous, et après je vais arrêter là-dessus, un podcast avec 2 personnes de l'équipe de Safari. Je l'ai écouté parce que c'est assez rare de les entendre en dehors de leur com officiel. Et j'ai été très déçu. On est une team unie. Vous êtes combien? Ah, j'ai plus les chiffres. Je sais très bien combien vous êtes dans votre équipe. On bosse tous ensemble, c'est génial. Nous, c'est Privacy, Power, Performance, c'est les 3 P. Bon, j'ai pas appris grand-chose. Les questions fâcheuses que je viens d'évoquer ont été évoquées dans les 10 dernières minutes du podcast et ont été éludées en mode non, mais la privacy, c'est important. Parce que d'un autre côté, on peut pas nier que Google ship énormément de nouvelles features en allant très vite / trop vite parfois en termes de privacy ou autre. Le nombre de gens qui font du fingerprinting avec votre taux de batterie, la liste de vos polices installées localement ou des conneries dans le genre, c'est assez impressionnant. Donc, et on pourrait même suivre. dire que Google fait du fingerprinting comme ça parce qu'ils savent très bien que le temps béni des cookies, ça va s'arrêter, quoi. C'est ça. Et ouais, vas-y. En fait, je pense que les 2 postulats sont vrais. Moi, j'ai déjà vu qu'il y a des vrais problèmes de privacy et de sécu sur certaines des API natives. En tant que développeur on va tout foutre dans le web, je suis assez excité par ces API-là. Ouais. Parce que couplé à du Wasm et compagnie, il est évident que je vois des potentialités extraordinaires. De l'autre côté, t'es quand même terrorisé par ce qu'elle fait. Elles sont systématiquement release comme des cow-boys par les équipes Google en mode au fait on a fait ça mais c'est déjà implémenté puis vous avez qu'à suivre et puis on corrigera après, ce qui fait qu'il y a quand même des API qui ont été ensuite deprecated Ouais. tu vois avant même normalisation ni rien ni quoi que ce soit, avec des groupes de travail qui du coup sont aujourd'hui dans un état qui est dans le mur au fond à droite, quoi, parce C'est ça. que Et où tous les contributeurs de la spec, c'est écrit entre parenthèses Google. C'est toujours un peu frustrant, ça. Je finis juste sur un truc. Et puis il y a des specs, aujourd'hui, elles sont en état draft, avec un commentaire qui dit que c'est pété, et personne qui avance dessus parce que tu vois, la situation est pourrie. Et t'as là, genre, est-ce que vous poussez vraiment dans le bon sens? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohésion? Si Mozilla dit bof, tu vois, est-ce que ça pourrait pas être le moment de remettre tout le monde autour de la table? Et en même temps, il est évident qu'Apple a intérêt à protéger l'Apple Store. Mais en même temps, Google a intérêt à protéger sa capacité à traquer les gens. Enfin, je pense que pour moi, c'est multiple. Et en même temps, je pense qu'il y a des gens dans les équipes Google qui poussent toutes les API, qui sont en train de faire en quelque sorte le nouveau POSIX, qui est en fait le web avec des API qui font tout, tu vois. Je pense qu'il y a des gens très sincères qui voient le futur à travers probablement des systèmes à la Chrome OS, mais ce serait portable ailleurs. C'est compliqué pour moi comme situation et je trouve qu'il n'y a pas c'est assez insatisfaisant. Je suis assez... Moi, dans ce débat, j'essaie de pousser, dès que je discute de ça avec des gens, à ne pas polariser les choses. Il n'y a pas Google apporte tout ce qui est nouveau et c'est génial et Apple c'est les gros méchants. Je pense que le seul truc où je suis intransigeant, c'est qu'il n'y a toujours pas de diversité de moteurs ou web sur iOS. Ça, c'est une grosse pratique que je trouve anticoncurrentielle. Et aujourd'hui, quand tu installes Firefox ou Chrome sur iOS, en fait, c'est juste Safari c'est WebKit avec un petit rideau par-dessus. Ça, je trouve ça vraiment grave de la part d'Apple. Après, sur à quelle vitesse ils ajoutent des API, s'il y avait cette diversité de moteurs, ils font bien ce qu'ils veulent et tant pis pour eux. Mais pour moi, le gros problème, il est là. Et du coup, dans tout ce hot drama, je retiens un deuxième tweet de Maximiliano Firtman qui dit, en fait, le web a forqué. On a le web de Chrome d'un côté et on a les autres de l'autre côté et ça va commencer à diverger. Il y a ça qui m'inquiète. Et il y a le fait que ça commence vraiment à être tendu dans les échanges publics entre les deux sociétés et même Mozilla. Et du coup, sur les collaborations de specs, ça m'inquiète sur le fait qu'ils continuent à faire des échanges sereins sur les specs et qu'ils se voient et que ça marche. Donc voilà. Après, on a déjà beaucoup parlé, donc on va enchaîner. Ouais, on va enchaîner sur Apple qui a été un brin vertueux puisqu'ils ont chopé TikTok en train d'espionner sur des millions d'iPhone, des millions de gens. Ça vient de Quentin. Ah, du coup, ça rebondit sur ce que tu disais, Quentin.
Ouais, bah, en fait, les équipes de sécu iOS, à l'occasion de certains travaux sur iOS 14, ont chopé une grosse cinquantaine d'apps assez employées alors, ils ont d'abord chopé des problèmes de sécu chez eux, notamment un accès assez open au clipboard, mais ils ont chopé des problèmes de sécu qui étaient un peu pénibles, et ils se sont rendus compte que c'était des problèmes de sécu qui étaient exploités par des apps massivement employées, et notamment TikTok, qui a l'air d'être bien placé en termes d'espionnage. Et donc, ils ont commencé à hurler un peu. Donc, pas Mais que c'est ça. marrant, vas-y. Excuse-moi, je t'en prie, Hubert. Ah ouais, non, j'allais juste dire, c'est amusant parce que ils se targuent d'avoir tout un système de validation des apps, et bien entendu qu'ils peuvent pas tout détecter, mais en tout cas, ils ont plus d'occasions de détecter ce genre de choses que côté Google Play, j'imagine, je sais pas. Ouais, alors je vais être très franc avec toi parce qu'en ce moment je fais valider des apps sur l'iOS machin. Au début, je pense que les apps étaient vraiment validées. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que le service de validation des apps chez Apple, enfin moi j'ai l'impression de parler avec la bureaucratie française quoi. C'est Ouais. les Vogons, c'est pas intelligent, Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc. à une époque, je dis pas, mais aujourd'hui, c'est peut-être une impression, hein, mais je trouve que c'est pas terrible aujourd'hui. Et en plus, c'est un service que tu payes en tant que développeur, donc Oui. c'est assez pénible. Après, je pense qu'il y a un autre truc aussi qui est lié au fait que les Américains sont en train de découvrir ce que ça veut dire d'avoir un réseau social capable de tout espionner, et notamment TikTok angoisse au plus haut point l'intelligentsia américaine parce que c'est la Chine. Et en fait, je trouve ça amusant parce que c'est un peu la situation des Européens où nous, en fait, on n'a aucun réseau social. Donc en fait, l'espionnage industrialisé de tous nos citoyens, chez nous, c'est la norme. Et là, ils se rendent compte que les jeunes se foutent à poil sur TikTok, et là, tout le monde se dit genre, oh mon Dieu! Et t'es là, genre, Ouais. bah ouais les gars, ça mais bienvenue C'est dans notre pareil. monde. On est ravis Bienvenue. Et donc, il n'y a pas que TikTok. Le lien que tu as mis après, c'est l'Inde qui va bannir une douzaine d'apps chinoises de chez eux. Ouais, alors pour ceux qui ne le savent pas et qui n'écoutent pas les infos sur un média de référence de qualité comme par exemple France Culture, l'Inde et la Chine en ce moment ça va pas hyper bien. Il y a quand même eu déjà des conflits armés entre les deux pays sur des hautes vallées dans le Tibet. En fait, dans l'Himalaya, il y a des hautes vallées où la frontière entre les deux pays est une notion plus ou moins floue. Et en ce moment, il y a des mouvements de troupes indiens et chinois. Donc, on parle de deux puissances nucléaires qui sont tranquillement en train de rentrer dans un processus de mise en guerre avec des discours patriotiques des deux côtés et assez nationalistes. Et il se trouve que le gouvernement indien est quand même, enfin, c'est pas la personne au pouvoir est quand même assez nationaliste dans son approche des choses. Et donc là, notamment en Inde, il y a tout un mouvement pour bannir les produits chinois. Et notamment, l'Inde est en train de bannir les applications sociales chinoises. Il y a 59 apps dans la liste, notamment TikTok, Cherry Quad, UC Browser, Baidu, Clash of Kings, YouCam Makeup, My Community. Enfin, il y a plein de réseaux. Weibo. Ceci était la section géopolitique du podcast Clever Club, soutenu par France Culture. C'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que, enfin, carrément. vendeur de téléphone en Inde, c'est Xiaomi. Ouais. Et en fait, si tu veux, à un moment, c'est quand même, enfin, c'est intéressant de voir que les deux pays vont par ailleurs, enfin, pas du tout bien dans leur rapport. Ouais. Donc là, ils commencent à ils commencent à se taper un peu fort, et du coup, c'est Google qui est chargé de remove de l'App Store. Donc c'est assez compliqué. Apple. Une espèce, Google et Apple. Les deux. Oui, non, t'as dit l'App Store. Ouais. Enfin, c'est intéressant. Chaque leur store respectif. Ça montre que la tech est pas neutre, et on est vraiment là-dedans. Mais du coup, c'est assez étonnant parce que c'est l'Inde qui décide de géopolitiquement bannir les apps et qui demande du coup à une société américaine. Je sais pas comment ça se passe chez Google, mais est-ce que chez Google, du coup, ils appellent le département d'État en disant bon, du coup, nous on fait quoi? Je sais pas comment ça se passe. C'est assez intéressant. Ça n'a jamais dérangé Google de faire disparaître des trucs de Chine. Tu vois, ça c'est pas. Ouais, ça dépend. Ils se sont aussi rendus, ils ont été extrêmement compliant avec le gouvernement chinois pour avoir le droit de mettre les pieds là-bas.
Et Ouais. donc, c'est pour moi, c'est un jeu du passé assez intéressant et en même temps assez anxiogène. C'est du billard à trois bandes. Il y a tout ça. Ouais. Euh, Enchaînons. Enchaînons. Est-il judicieux de jouer au billard en Segway? Segway arrête sa production. C'est terminé. Moi, ça Est-ce m'a que rendu c'est- triste. Est-ce que c'est triste? Est-ce que ça va vous manquer de plus voir des gens qui vous donnent Oh, ouais, oui. des flyers à la con en plein centre-ville Non, ça va. à bord d'un Segway? Ah ouais, mais moi, ça a toujours été un objet signe. J'ai toujours trouvé mythique cet objet. Et je sais pas, Ouais. qui est déjà monté sur un Segway? J'en ai jamais fait. moi. Non, jamais fait non plus. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça absolument brillant comme moyen de transport. J'ai trouvé ça agréable Peut-être et que ça cool. va devenir cher et rare. Certainement. Pour moi, c'est un objet qui de toute façon va devenir culte. Après, je pense que Il était tous les devenu culte quand gyropodes. quand le créateur s'est quand même planté d'une falaise en Segway. Hein. C'est à ce moment-là que c'est Ouais. devenu culte pour moi. Ah ouais, Le mec pour qui moi l'a fait, aussi, c'est hein. littéralement tué en Segway. Ouais, le mec, c'est tout en Segway. Ouais. Ok. C'est pas la meilleure pub que tu puisses faire pour ta boîte. Ouais, mais ce qui est ouf, c'est que ça continue à vendre. Ouais, Il n'y a, Après, il y a pas de mauvaise pub. À partir du moment où il y a de la pub, il y a plein de gens qui diront Bad buzz Ah. is buzz ou je sais plus quoi. voilà. la- le, après, fondamentalement, Segway reste le père de tous les gyropodes qu'on voit Oui. aujourd'hui. Tu sais, Oui, celui toutes qui a les commencé. trucs plus ou moins qualitatifs, les monowheels, Les hoverboards, les Hoverboard, machins. Ouais. Tagadat, enfin, il y en a quand même beaucoup, tu vois. Ouais. Et presque, enfin, et la trottinette électrique est quand même pas loin aussi derrière. Ouais. Quoi. Donc toutes ces nouvelles mobilités électriques ont pour moi été inspirées par le Segway. Et c'est vrai que le Segway c'était un objet. Hein. Bon après vous pouvez continuer à faire du Segway. Je vous invite à le tester. Moi je trouve cool. Après je l'ai testé bien avant les hoverboards et compagnie. Et donc je trouvais que cette idée d'avoir collé un gyroscope et un moteur électrique, je trouvais ça brillantissime. Après peut-être qu'aujourd'hui si tu montes dessus C'est peut-être banal. C'est classique, quoi. J'ai J'avais pas été fait avec des Marc-Antoine Perret nous faire une promenade dans tout Nantes en Segway. On avait J'ai fait ça à payé San pour ça. Francisco et c'était bien cool. Sans transition encore, AppClip. On en a parlé la semaine dernière et donc là vous avez remis des liens AppClip pour. On a un peu plus d'infos. Il y a un site. Bah, il y a le site développeur qui est dédié à sorti. AppClip. Ouais. Ouais. Alors, AppClip, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité de filer un petit morceau d'application sur un iPhone Sur iOS. sans téléchargement. C'est-à-dire que tu vas récupérer un lien AppClip, donc soit par un short link dans un message, soit sur Apple Plan, soit via du NFC, soit du QR code, etc. QR code. Et ça va te proposer une carte qui vient par le bas avec un bouton d'action. Donc, et après, ça te permet d'ouvrir une espèce de mini-app. Donc là, pour le coup, tu fais ce que tu veux, mais par contre, elle a des contraintes. Notamment, elle doit être très légère parce qu'en fait, elle est téléchargée on the go, exécutée avec très peu d'accès au téléphone et avance. Et donc, l'idée est de dire, ça permet de pas avoir à installer une application pour utiliser une petite fonction. Par exemple, Attends, tu tu veux es sur dire un que loueur. Ouais. tu cliques sur un lien, ça télécharge du code, ça exécute du code avec pas beaucoup d'accès à l'OS. I know what you did there. Si seulement ça s'appelait le web. Putain, je te jure. Mais c'est Après, clairement de la ce que j'ai vu privatisation. en termes du X, c'est assez C'est léché. plus intégré. Mais c'est Ah mais génial. clairement, moi j'aurais préféré que ce soit fait dans le web. Hein. Par contre, Non, mais bien sûr. alors moi, Mais la démo est belle. d'un point de vue très 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 personnel, je trouve qu'il y a un truc qui est fou, c'est l'idée de pouvoir payer ta trottinette avec ça. Et ça Ouais. permettrait par exemple de ne pas avoir 18 applications de trottinette quand tu te balades dans Paris. Oui. Et on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais si Euh, Apple mettait du NFC ou du autre, C'est ça. Bah, ça te donne Dans le accès à web, la TLC en dessous en fait. Et bah, c'est une vraie réponse à Instant App, le truc de Google Oui, de sur chez Android, Google. qui prend est ou là. pas? Moi, j'en ai jamais eu, mais on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi ça prend pas, parce qu'en fait, je trouve ça génial en tant qu'utilisateur. Et du coup, j'enjoins des auditeurs qui seraient développeurs mobiles à nous envoyer des use cases, parce que, en fait, en tant qu'utilisateur, je trouve ça génial. Et je ne comprends pas pourquoi on m'en propose ça plus. Ouais. Que ce soit en Instant App ou que ce soit en Appli. Bon, après, Appli, je comprends pourquoi on m'en propose pas. Ce sera Ouais, c'est disponible réellement cet automne. Je pense que c'est quand même assez. Je trouve que c'est assez parlant d'un côté comme de l'autre sur la volonté des deux de ne pas
de ne pas laisser le web aussi être la plateforme native de tout, quoi. Parce que clairement, pour moi, ça, c'était le boulot du web. Ouais, ouais. Mais allez voir le développeur site AppClip, on sent que c'est une feature sur laquelle il mise beaucoup. Il y a eu un gros boulot de fait. Oui, et puis quand ils font des sites web vitrines de nouvelles features, ils sont en général très, très bien travaillés. Moving on, goodbye APJS. Chez Clevercloud, on utilise APJS sur certains sites internes. Sur internes. un projet interne, enfin, en tout cas, moi j'en connais un. Moi j'ai le mien aussi. Ouais. Sur tes bons conseils, il y a très peu de temps, et du coup je suis un peu vexé parce que ça y est, c'est la fin. Bah après, c'est pas des outils de prod utilisés par nos clients, mais ouais, en fait, donc on a eu un tweet du compte officiel donc APJS, c'est un framework HTTP pour Node.js avec un routeur, on peut dire que c'est un remplaçant pour Express. Voilà, c'est avec tout un écosystème de librairies, de plugins qui vont bien. Et donc on a eu un tweet officiel du compte APJS disant bon bah en fait le projet va s'arrêter. Et donc en gros c'est un tweet qui est écrit par l'auteur, le mainteneur principal du projet qui est Eran Hammer. Il nous dit ce sera supporté et maintenu jusqu'en fin d'année. Il y aura un support commercial via une version sous licence pendant 2 ans après ça pour les entreprises qui payent du support commercial. Il y a eu un peu plus de détails sur le Slack API. J'ai jamais créé de compte, mais via Hacker News, on a vu le message. Et donc, en gros, Eran dit qu'il a essayé d'en vivre à temps plein, plus ou moins, de ce framework-là. Ça a marché pendant plusieurs années entre les licences commerciales, les sponsors, etc. Et là, depuis un peu plus d'1 an, c'est pas juste le Covid, hein, c'est un peu plus que ça. Ça a baissé en fait. Il déclare, et là je vais le quoter, enfin je vais le quoter en traduisant en français, mais il dit je ne trouve plus ce travail gratifiant, rewarding, et il dit qu'il essaye de trouver la meilleure manière d'amener ce projet à une conclusion appropriée. Et surtout, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il dit alors j'ai du mal à le traduire en direct, mais bien que je ne m'attende pas à ce que quelqu'un reprenne le travail, je n'ai pas encore mis cette option de côté. Et du coup, c'est assez bizarre, quoi, parce que dans ce genre de cas, on pourrait s'attendre à j'arrête tel framework, qui veut reprendre, ou en fait ça a déjà été fait en background, il a trouvé un repreneur ou une équipe de repreneurs et il l'annonce. Là, il annonce bah j'ai plus envie de bosser dessus et puis voilà. C'est assez intriguant. Pour rappel, la licence, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé la voir, c'est une licence assez enfin c'est pas genre une Apache 2 MIT ou autre, c'est une licence un peu spécifique avec des copyrights successifs de Yahoo, Walmart et Sideway qui est la boîte de Eran Hammer. Après ça restait un projet open source qu'il a un peu recentré autour de lui depuis qu'il a essayé d'en faire quelque chose d'un peu plus commercial. Et donc avant de donner mon avis, je note aussi que son blog a disparu. En fait, universe.com, qui était son domaine, redirige vers Sideway et tous les articles qu'il a écrits sont plus accessibles. Et il a écrit des trucs vachement intéressants, même très récemment d'ailleurs. Et dessus, sur son site maintenant, ça dit merci pour votre visite, ça a été fun. Maintenant, il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Donc c'est assez triste, je trouve, parce que moi, c'est un framework que j'utilise depuis des années. Pour ceux qui connaissent, c'est avec ça que je fais mon fameux jeu de pronostics sur l'Euro et la Coupe du Monde tous les 2 ans, là, au 8 parfait. C'est un framework HTTP qui était très complet, qui était fait de manière, l'architecture était top, c'est modularisé. Il y a un support pour tout ce qui est OAuth 2 et intégration de hôtes sociales qui est bon, faut lire la doc, mais une fois que tu l'as fait, rajouter le support d'un nouveau service, c'est ultra simple. Et surtout, c'est un des rares où en fait l'équipe, puis plus récemment essentiellement Eran Hammer, maîtrise toutes les dépendances. Et donc ça vient vraiment à l'encontre de tu fais un Create React App et en fait tu as téléchargé quasiment 1500 librairies avec je sais pas combien de mainteneurs différents. Là, en termes de sécu,
les dépendances sont complètement maîtrisées et c'est vraiment un problème que tu as notamment chez Express où le truc qui parse les cookies c'est fait par un tel, le truc qui parse tel header c'est fait par un tel et il y avait vraiment une grosse maîtrise à ce niveau-là. Du coup, je trouve ça assez triste et assez étonnant la manière dont il disparaît. Il y a même, j'ai oublié de le dire, son compte Twitter est privé maintenant, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a quelques mois en tout cas. C'est peut-être parce qu'il s'est pris de la hate ou autre sur Twitter. Peut-être. Ouais, il s'est pris des sacs de sel sur la tronche. Ouais, c'était pas sympa, ouais. Et donc voilà, j'espère qu'une équipe pourrait reprendre le truc. On verra ce que ça donne. Et du coup, j'ai aussi mis un lien que toi t'as partagé, Arnaud, dans notre Slack, d'une issue chez Kibana, donc chez Elastic, qui l'utilise sur Kibana, si j'ai bien compris, mais je savais pas. Et qui très rapidement veut trouver un remplaçant et le changer dans les mois qui arrivent, si j'ai bien compris. Bah, alors après, tu vois, le truc que je me disais, c'était est-ce que Elastic pourrait pas peut-être reprendre? Bah ouais, soit reprendre, soit continuer à fund un peu le projet, je sais pas, parce qu'il me semble qu'il avait dit maintenant il avait dit qu'il continuerait peut-être s'il retrouvait des fonds, je sais plus. C'est ça. Mais bon, apparemment c'est pas trop l'optique d'Elastic. Bah, c'est utilisé chez Brave, chez Mozilla, dans plein de boîtes privées, j'imagine. Chez Walmart, je sais pas trop où ils en sont, mais historiquement, ils l'utilisaient énormément, vu qu'il avait bossé dessus en étant chez eux. Donc, à suivre. Mais non, moi, j'avoue que j'ai un gros problème avec les gens qui annoncent les fins de vie de projets open source. Bah, c'est très bizarre. C'est contraire à la notion d'open source où en fait quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Pour moi, la seule chose qui peut faire une fin de vie, c'est à la limite des community merge. En général, c'est quand on s'est divisé, qu'on se rassemble. Oui, c'est ça. Il y a des remerges et des trucs comme ça qui peuvent exister, mais la fin de vie de communauté open source, ça existe pas. Après, t'as pas une responsabilité sur trouver là où les bonnes personnes qui amèneront le projet à la destruction. Je sais pas. Oui, mais dire happy c'est mort, c'est un sujet. Tu peux dire j'en ai ma claque. Ouais. Ça me rappelle quand Pivotal avait lâché, comme des salauds, si je puis me permettre, la team Groovy, tu sais, en race campagne, en disant, et by the way, Groovy, c'est fini, allez tous mourir. Et tu vois, genre, ben non, jamais de la vie, en fait, mec, le projet est open source, machin, ça va rebondir, tout ça. T'es pas obligé de liquider les assets sous prétexte que toi, t'as décidé que c'était plus ton game. C'est un projet open source, c'est employé par plein de gens un peu partout. Et on va reconfigurer chacun notre modèle autour de cette nouvelle donne qui est que t'as plus envie de t'en occuper. Et tu vois, sur Pivotal, j'étais outré, et ça s'était fait en plus de façon indigne vis-à-vis de l'équipe, si je puis me permettre. Ça avait été, moi je trouve que vis-à-vis de l'équipe, ça avait été indigne. Mais là, c'est pareil. T'as envie de lui dire, alors, manifestement, t'es en burn-out, manifestement, t'en as ta claque. Ce qui est, après, t'as mal géré zéro jugement, quoi. Ouais, mais c'est aussi mal géré sa barre que de dire. Je vais atteindre le niveau où je ferme tout, je pète mon blog et tu vois, après, moi, je peux pas juger personnellement ce qui lui est arrivé, mais la différence que je verrais à d'autres exemples. La timeline de je pète mon blog, le mec, a pris très, 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 très cher. Après, il aurait pu l'annoncer différemment, mais quand tu annonces un truc comme ça, effectivement, c'est clivant, et effectivement, le mec s'est fait déboîter. Est-ce que plus il s'est fait déboîter et plus il a dit, OK, et vous avez vu des tweets où il se fait démonter, etc. Reddit, surtout, je crois. Même sur la chaîne, hein. Oui, non, je me demandais plus peut-être sur Twitter, mais ouais, sur Hacker News et Reddit, évidemment. Un peu sur Twitter aussi. Que des gens gentils sur ces plateformes. Sur Hacker News et Reddit, d'un autre côté, tu peux dire ce que tu veux, tu te feras démonter. C'est comme les gens qui vont lire les commentaires sur lemonde.fr, tu vois. Il y a des moments où il faut arrêter de se faire mal dans la vie. C'est pas les pires. Non, j'allais juste préciser. La différence, c'est que t'es pas sur un projet où il y avait un core mainteneur plus 4-5 personnes en core team plus plein de mainteneurs. Ça a été le cas pendant plusieurs années, mais assez récemment, ça s'est quand même vachement plus reconcentré sur lui et sur le côté support commercial, etc. Donc c'est pas que c'était pas open source, loin de là, mais t'as cette dynamique qui avait changé un peu depuis quelques années et qui fait qu'à mon avis, ça aurait été plus simple de trouver une continuité à l'époque où il y avait le mainteneur de Joy, le mainteneur de tel plugin, etc. Après, c'est pas encore fait, on sait pas encore si ça sera. Non, voilà. Moi, je peux attendre un peu, quoi. Pour l'instant, si je veux vraiment faire un gros troll,
je pense que tu peux attendre pas mal de mois avant que la dangerosité en termes de vulnérabilité de cette base de code atteigne le niveau d'Express. Bref, ça n'engage que moi. Anyway, enchaînons parce qu'on commence à être un poil long. Dernier lien, long. Quentin, shameless plug, les grosses tech, les growth tech. Ouais, c'est quoi les growth tech tout à l'heure. En fait, les Growth Tech, c'est un podcast qui a été lancé par l'ami Nomis Gallagher qui fait Contrevent. Et en fait, c'est un podcast où en fait une équipe de start-upers résidentes, dont j'ai l'honneur de faire partie avec l'ami Baptiste Jamin, reçoit comme concurrent pour un jeu de questions-réponses drôlatique une autre start-up nantaise. C'est un enregistrement public, c'est 8 personnes autour d'une table. Enfin, c'est un sacré bordel. Et c'est drôle, ou au moins on essaye d'être drôle. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un épisode par mois. Et c'est un gros boulot de cette équipe-là. C'est un truc qu'on fait au Palace. Et du coup, si jamais vous avez envie d'essayer cet autre format, n'hésitez pas. Le prochain épisode en plus aura une version vidéo, puisque Smart Media était dans le coup aussi. Bref, les bons copains d'habitude, quoi. Donc voilà. Right. Nous passons donc au choix musical de la semaine. Je suis de 1 à 5, Arnaud de 6 à 10, Hubert de 11 à 15 et Quentin de 16 à 20. Et j'ai fait 7. Arnaud Lefebvre, Incroyable. qu'est-ce que c'est? Encore perdu. C'est dommage. C'est une musique on va dire que j'écoute beaucoup en ce moment. Enfin, ces 3 derniers mois à peu près. Rien de très particulier, mais voilà, elle me fait kiffer. Et donc c'est quoi le style Night Call, Sleepwalking. C'est un peu électro. Ouais, voilà, c'est un peu électro. C'est Night Call, rien à voir avec Kavinsky. Non, rien à voir. J'allais dire, c'est pas du tout ça. C'est de la synthwave ou c'est juste parce que YouTube me suggère de la synthwave parce que j'en écoute ou... Non, c'est de l'électro. Ouais, je sais pas ce que t'appelles synthwave. C'est de l'électro un peu lo-fi. Il y a un petit côté 8 ou 16 bits quand t'avances dans le son, etc. C'est sympa. C'est sympa comme tout. Anyway, merci les gens. Merci les auditeurs. Participé. Merci les auditeurs d'avoir écouté. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut, à plus. Salut.